Cet épisode propose un état des lieux factuel des évolutions en cours. Le système monétaire ne disparaît pas, il bascule. Le socle de la confiance change de place. Hier l'or, depuis des décennies le dollar, et désormais Bitcoin entre dans le jeu. Et entre les mondes, les stablecoins, des jetons numériques indexés surtout sur le dollar. Question simple et décisive. Sur quoi repose la confiance mondiale quand le pilier central accepte une monnaie plus faible pour gérer ses déséquilibres? Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. D'abord, posons le contexte. Vite et clair, pour garder le fil et la vue d'ensemble. Point de départ, le réel, l'or. L'or rassure, c'est rare, physique, universel. Mais l'audit parfait n'existe pas. Vérifier à 100% un lingot peut impliquer de le percer. Même au sommet du réel, il reste un reste de crédulité. Puis vient l'ère du dollar. Après 1971, le socle de la confiance devient la puissance américaine. Économie, institutions, armée, commerce. Le système tient parce que le dollar tient. Mais surgit un problème récent, les déficits jumeaux, c'est-à-dire la dépense publique qui est supérieure aux recettes et les importations supérieures aux exportations. Dans ce cadre, un dollar un peu plus faible peut à court terme soulager l'équation. La question est frontale. Comment rester pilier mondial en pilotant une monnaie qui s'érode par choix? À présent, la confiance par la preuve. Bitcoin ne demande pas de croire, il montre. Chaque unité est traçable on-chain. C'est un registre public consultable par tous. Protocole ouvert, prévisible et mondial. Mais réalistement, une part majeure de l'épargne et des produits financiers en crypto se concentre aujourd'hui aux États-Unis. Conséquence, même si Bitcoin est mondial par design, il peut devenir un atout géopolitique pour le camp qui l'adopte le plus vite et le plus massivement. Exemple parlant. La société Strategy détient environ 638 000 bitcoins en septembre 2025, ce qui représente environ 3% de l'offre finale. Et entre ces mondes, un pont pratique, les stablecoins. Un stablecoin, c'est simple, c'est un jeton numérique qui vise $1, adossé à des réserves très liquides, principalement des bons du Trésor américain, à très court terme. Intérêt ? Rester dans la blockchain, tout en conservant une valeur stable pour payer, épargner court terme et faire des transferts. Dans des pays à forte inflation ou faible bancarisation, c'est devenu pratique, disponible 24/7, peu de friction. Les effets secondaires, cela renforce l'usage du dollar, même hors du système bancaire classique. Aujourd'hui, plus de 99% de la capitalisation stablecoin est en dollars américains. Voyons rapidement et simplement le trajet d'un dollar qui devient un jeton. Quand vous achetez un stablecoin en dollars, vous envoyez des USD à l'émetteur. En face, l'émetteur crée le jeton. L'émetteur place la réserve, surtout en T-bills, c'est des bons du trésor très courts, très liquides, très sûrs. Les intérêts des T-bills vont à l'émetteur. C'est leur modèle économique. Vous gardez un dollar numérique qui circule 24/7 sur la blockchain. Pourquoi s'agit-il d'un sursis ? Parce que plus la demande mondiale de stablecoin augmente, plus les émetteurs achètent des T-bills, donc des bons du trésor américain. Concrètement, cela soutient la demande pour la dette américaine. Ça ne contourne pas les ventes de bons du trésor, mais ça enlève des intermédiaires dans le circuit habituel. Ce ne sont plus seulement des banques ou des banques centrales étrangères qui portent la demande. Ce sont aussi des émetteurs privés alimentés par des utilisateurs mondiaux. Exemple. Tether a déclaré détenir environ 127 milliards de dollars d'actifs du Trésor américain et avoir généré environ 4,9 milliards de dollars de profits nets au trimestre 2 2025.
Au lieu que l'épargne mondiale passe d'abord par des banques ou des banques centrales qui recyclent ensuite en treasuries, elle passe directement par des émetteurs de stablecoins qui achètent des bons du trésor pour collatéraliser leurs jetons. Effet, monétisation de la dette US sans filtre de politique monétaire classique. À court terme, c'est très avantageux pour Washington. Financement facile, maintien de la demande en dollars. À long terme, c'est une façon d'admettre que la confiance se déplace. On convertit la crédibilité restante en jetons. Tant que la gestion budgétaire des États-Unis reste solide, le jeton tient, car il s'appuie sur des bons du trésor. Mais si la gouvernance budgétaire se fragilise, le stablecoin n'y échappe pas. Il finira par refléter l'usure de son collatéral. Sur le plan légal, un cadre pour rassurer, le Genius Act, loi US sur les stablecoins, impose des réserves liquides, de la transparence, des audits, et accorde une priorité des détenteurs en cas de faillite de l'émetteur. But, faire des stablecoins des moyens de paiement sûrs et maintenir l'influence du dollar dans l'économie numérique. Sur le terrain, pourquoi ça prend ? Parce que c'est utile. Turquie, Nigeria, Argentine, quand la monnaie locale brûle, on cherche un rail qui ne ferme pas le week-end. Les stablecoins font ce boulot, ils déplacent les flux réels. Maintenant, le cadre qui pèse vraiment, c'est la règle comptable. Jusqu'à fin 2024, les bitcoins d'entreprise étaient comptabilisés comme actifs immatériels. Si le prix baissait, dépréciation obligatoire. S'il remontait, interdit de revaloriser. Résultat, des bilans plombés par un biais négatif. Puis, le déclic. La norme ASU 2003-08. Pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2024, les bitcoins sont évalués à la juste valeur à chaque clôture. Les gains et pertes non réalisés passent en résultat. Traduction, le bilan reflète enfin la réalité de marché, comme pour les actions ou devises. Sur le terrain, ce que ça change pour des sociétés comme Strategy, avec l'ancienne norme, une partie du stock Bitcoin restait affichée à des prix historiquement bas. Avec la fair value, la société reflète la valeur de marché. Mécaniquement, le résultat et le capital perçoivent la hausse, et aussi la baisse quand elle se présente. Au sens large, voilà le message. L'adoption par les institutions et les entreprises progresse. Détenir du Bitcoin n'est plus un boulet comptable, c'est un atout stratégique. On observe ici un effet de profondeur. En exposant plus de bilans au Bitcoin, on gagne en liquidité et en épaisseur de marché. La volatilité, elle, tend à s'aplatir au fil du temps. Mais attention, c'est une tendance, pas une promesse. Le signal politique ? Pendant que des acteurs comme BlackRock parlent d'un système monétaire alternatif, les normes comptables, elles, normalisent le Bitcoin. À ce stade, voilà le constat où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, revenons au cœur de ce basculement monétaire, avec deux lectures différentes d'où naît une tension constructive pour avancer. La finance est d'abord un outil, pas une fin. Sa vocation, allouée vers l'utile. Ses adversaires, suivre les indices les yeux fermés, et jouer la spéculation qui ne crée rien. La normalisation de Bitcoin, comme actif profond, liquide et vérifiable, réduit à un biais comptable. Elle remet les chiffres dans le réel sans prétendre détenir la vérité. Dit autrement, on réancre dans le réel, mais on n'échappe pas au cadre social de la valeur. L'argent peut faire grandir ce qui est utile, mais si on ne voit plus que le prix, on se perd. Changer une règle ne change pas tout le système. Les ETF Bitcoin, la fair value, les indices, ce sont des outils. Bien utilisés, ils éclairent. Mal réglés, ils absorbent tout. En clair, l'argent privilégie l'efficacité des systèmes qui transforment au mieux l'énergie et l'information. Bitcoin a des contraintes physiques, coût énergétique, rareté programmée, transparence on-chain. Il attire donc l'allocation. Mais il peut aussi alimenter une dissipation financière. Trading, levier, optimisation de bilan. Question honnête, dans quel cadre, avec quelles limites et quels indicateurs l'outil sert l'utile sans nourrir l'aliénation? Intégré au bilan, Bitcoin devient une donnée tangible, pas juste un concept. L'esprit du capital, le zeitgeist, reconnaît une vérité hier refusée, une valeur auditable, programmée, ouverte. Mais toute reconnaissance comporte une part de captation. Ce qui entre dans le droit et la comptabilité entre aussi dans des rapports de pouvoir.
Bitcoin peut être dialectiquement à la fois arme de souveraineté et instrument du capital, une alternative monétaire et simultanément une intégration au système qu'il voulait dépasser. Tenir ensemble ces deux idées sans tomber dans le tout blanc ou tout noir, c'est ça l'exercice. C'est vrai, le capitalisme intègre souvent l'innovation pour rester cohérent. Bitcoin, pensé comme une rupture, se retrouve coté, indexé, comptabilisé. Pourtant, ce qui est intégré peut aussi faire évoluer le système. L'issue n'est pas figée. Elle dépend de nos pratiques, de nos règles et de nos critères. Bitcoin sera-t-il un levier discret qui réoriente nos pratiques financières ou une simple mise à jour d'un système qui se renforce en intégrant l'innovation? On peut le voir comme une négation de la monnaie d'État, puis comme la négation de cette négation, lorsqu'il est repris par la comptabilité et la finance. Et peut-être que cette reprise ouvre une étape plus exigeante, un étalon où la valeur se mesure aussi la cohérence énergétique et sociale, pas seulement au rendement. Bitcoin est-il l'or digital du XXIe siècle ou le miroir qui nous renvoie les contradictions d'un système en mutation? Ici, pas de vérité toute faite. Chacun son rythme, chacun sa souveraineté intellectuelle. Avant de l'adopter ou de le rejeter, prenons le temps de comprendre Bitcoin, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ses forces et ses limites. Les anciens donnent la méthode, comme le rappelle Socrate. D'abord, admettre ce que nous ne savons pas, puis comprendre le réel, évaluer avec mesure, décider avec courage, pas l'inverse.